Bonjour à toutes et à tous, donc, bienvenue dans cette petite vidéo, ma première vidéo. Donc je m'appelle Guillaume et j'ai un vieux surnom qui traîne sur les internets, c'est Zenek. Donc bienvenue dans le terrier de Zenek. Et cette première vidéo, je la fais pour parler de Lamentations of the Flame Princess. Pourquoi? Parce que la chaîne Coup-Critique, l'excellente chaîne Coup-Critique, a sorti très récemment donc une review de la gamme. Et d'ailleurs, c'est donc Pierre-Philippe Renaud, que j'embrasse très fort, qui a lancé le sujet et qui a bien travaillé sur le sujet. Et je suis à peu près sur les mêmes conclusions que lui. Mais j'avais envie, comme c'est une gamme que j'aime particulièrement, que je connais bien et que j'en possède pas mal de suppléments, j'avais envie d'aller un peu plus loin et de vous présenter d'autres choses, montrer un peu jusqu'où ça va, parler des critiques, parce qu'il y a des critiques clairement qu'on peut formuler sur cette gamme. Donc, alors dans un premier temps, pour mettre en contexte, moi j'ai connu cette gamme via financement participatif de Black Book Édition. J'ai pas participé en fait. J'ai récupéré par la suite le pledge de quelqu'un parce que à l'époque en fait l'OSR je m'en foutais complètement. Et puis j'ai découvert ça et en fait quand j'ai commencé à comprendre le truc, je me suis dit waouh, il me le faut quoi. Puis il me fallait aussi quelque chose des règles extrêmement basiques en fait. J'en avais trop soupé de tous les jeux qui cumulent des options de création de personnages à n'en plus finir, des trucs hyper complexes, qui finalement, moi je trouvais que ça commençait à nuire un petit peu à mon plaisir de jeu. Donc je suis allé là-dedans et je ne regrette pas du tout. Donc j'ai récupéré donc à l'époque cette boîte notamment, donc elle est très belle, donc je pense qu'on nous envie pas mal d'ailleurs à l'étranger parce qu'elle est de superbe facture. Cette boîte qui contient des fiches de personnages, un superbe écran de jeu, magnifique, euh, le livre, le livre du joueur, et le guide de l'arbitre, qui est assez intéressant d'ailleurs, il y a des choses pas mal du tout dedans, donc, et puis il y avait toute une gamme qui a été traduite. Alors malheureusement, là, ça fait quelques années et depuis, Black Book ne semble pas vouloir continuer la gamme. C'est un peu dommage, mais après, c'est des choix éditoriaux. On a d'autres choses à lancer. Donc Pierre-Philippe a parlé dans ses vidéos. Il a mis en avant quelques suppléments et quelques idées. Alors notamment Carcosa. Alors effectivement, Carcosa c'est absolument génial. C'est un sandbox complètement halluciné, inspiré donc de Roi en jaune, tout ça, enfin de théologie de Lovecraft. Il a parlé de Better Than Anyman, donc qui était effectivement gratuit, qui a été distribué à l'époque à un Free RPG Day et qui est extrêmement difficile à trouver en papier. Je ne l'ai pas du coup, mais c'est un de mes objectifs. C'est vraiment un supplément passionnant et il a vraiment raison de le mettre en avant. Alors, pour revenir sur le fond, sur la base du jeu. Donc effectivement, c'est une base OSR très classique, qui est très très proche de basique D&D. Voilà, les races sont des classes, on a du D20, des jets de sauvegarde, des classes d'armure. Il y a des petits ajustements. La classe d'armure n'est pas tout à fait la même, mais grosso modo, on retrouve la même recette. La même recette et justement, ça c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé un peu curieux pour ce jeu qui est censé se baser un peu sur de l'historique, sur l'Europe du XVIIe siècle, et dans lequel en fait on va quand même mettre des nains, des elfes et tout, dans le livre de base je parle. Mais finalement dans les aventures on les voit pas trop. Il n'y a pas tant ça. Je me souviens que dans Scenic Dunmouse, il y a un elfe qui traîne quelque part. Dans Deathwatch Doom, il y a un cadavre de nain quelque part. Mais en dehors de ça, il y en a pas tant. Et je sais pas, c'est une curieuse sensation d'incohérence entre ce truc qui est fantasy, ces règles qui sont fantasy vraiment, et en fait dans les histoires, il y a quasiment pas d'espèces fantastiques comme ça. Il y a de l'horreur, beaucoup de situations dégueulasses, dramatiques, ça c'est clair, ça exploite à fond le thème, ça on est bon. Mais voilà, j'ai toujours trouvé qu'il y avait cette espèce de dichotomie entre cette volonté OSR très classique et en même temps cette proposition ludique qui est pas du tout celle-là. Et du coup, je me suis toujours demandé, en fait, est-ce que ça vaudrait pas le coup de jouer carrément avec les règles de Old School Essentials,
Pardon. Ce qui serait complètement cohérent, hein. D'ailleurs, dans le premier tome de Carcass Crawler, le magazine de Necrotic Gnome, il y a des règles sur les armes à feu, donc en fait, au final, on prend ça, on peut jouer à Lamentations of the Flint Princess sans aucun problème. Bon, mais on garde toujours ces espèces fantastiques et cette magie quand même qui est hyper classique. C'est la magie de Donjons et Dragons. Voilà, j'ai toujours trouvé curieux de pouvoir jeter des projectiles magiques, des boules de feu et tout dans ce jeu, vraiment. Et en fait, c'est ça qui est assez curieux, c'est que James Raggi, l'auteur, finalement, il avoue un peu s'en écarter. Parce qu'il a, alors je vais vous présenter plusieurs suppléments, mais justement, dans un supplément, alors ça s'invente pas, il s'appelle Eldritch Cock, qui va d'ailleurs de pair avec celui-ci, Vaginas Art Magic, très sympa. Donc ces deux suppléments, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, le premier, il présente celui-ci, donc il présente en fait un nouveau système de magie. Donc exit tous les sorts d'avant, fini. Et en fait, on a des sorts uniques et des sorts complètement dingues. Alors, je vais pas pouvoir forcément vous montrer toutes les illustrations parce qu'elles sont bien gore, hein, certaines. D'autres sont beaucoup plus soft, donc on va pouvoir en montrer quelques-unes. Mais en gros, voilà, chaque sort tient sur une page. Là, la description du sort. D'ailleurs, les sorts n'ont pas de niveau. C'est marrant, ça. Et chaque sort a une table d'échecs critiques, en fait. Donc, c'est assez marrant. C'est à chaque fois un peu comme dans des CC, d'ailleurs, finalement. Mais en plus simple, en beaucoup plus simple. Donc, ces sorts sont extrêmement puissants et complètement fous, en fait. Ça part vraiment dans des délires. On est très loin de la petite magie de base de D&D. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que tous les noms des sorts, en fait, de ceux-là et ceux qui sont présentés là-dedans, les noms sont ceux de chansons de métal, en fait. C'est assez marrant. Donc, un exemple, voilà. Celle-ci, c'est une chanson de Révérende Bizarre. Donc, un super groupe, d'ailleurs, que j'ai connu grâce à ce jeu, puisque James Raggi et d'autres auteurs d'ailleurs n'hésitent pas dans les préfaces à dire tiens, moi quand j'ai écrit ce bouquin, cette aventure, j'ai écouté telle chanson, ça m'a inspiré. Donc j'ai écouté Révérend Bizarre par exemple et c'était vraiment vraiment sympa. Donc il y a même dans Death Throes Doom des passages où en gros on te dit là passez cette chanson de tel artiste. Et c'est souvent bien approprié, parce que c'est des moments assez de tension assez marrants. Donc après, on aime, il y a des gens qui n'aiment pas mettre de la musique en jeu, ils trouvent que ça coupe. Mais je trouve que pour ce jeu, c'est super approprié. Je me suis amusé à chaque fois que je faisais des scénarios à faire des playlists avec dans tel endroit t'entends cette musique, il se passe ça, il y a ça et tout. Et ça crée toujours une petite tension, une petite angoisse en plus et tout. Ça peut être c'est assez sympa. Mais donc pourquoi je parle de ces suppléments? On va revenir un petit peu au sujet. C'est à la fin de celui-ci, il y a des règles de playtest qui tiennent sur 2 pages. Ces règles en fait sont très simples. C'est un brouillon en fait pour une future refonte du jeu de base, dans lequel c'est bien simple. Il n'y a plus d'elfes, plus de nains, plus de halflins. Exit les races fantastiques. Il n'y a plus de clercs non plus. En gros, on part du principe que le monde est pourri et il n'y a aucun dieu, aucune divinité qui va vous répondre. Donc, il y a 3 classes seulement, le combattant, le spécialiste et le mage. Et d'ailleurs, les mages sont plutôt... d'ailleurs, c'est des femmes, en fait. Vous verrez, toutes les protagonistes là qui sont présentés, c'est que des femmes. Et les règles de magie concernent les femmes. Voilà. Alors, c'est extrêmement simple, on garde les 6 caractéristiques habituelles de l'OSR. On garde des bonus à l'attaque, de la CA, etc. Mais tout est hyper simplifié. Les jets de sauvegarde sont un tout petit peu différents. Bon. Mais surtout, en fait, finalement, ça rejoint l'idée que dans ce monde, non seulement on n'a pas cette magie classique de D&D, pas du tout. On n'a plus ces espèces fantastiques, on peut plus les jouer. On est vraiment dans le thème, quoi. Ce qui montre bien qu'il y a quand même quelque chose à la base que je trouvais curieux et ça se confirme en fait quelque part. Moi, j'avais longuement hésité à utiliser les règles de Old School Essential
c'est très bien effectivement. J'avais aussi hésité à tester avec Into the Odd parce que je trouve que l'ambiance d'Into the Odd colle parfaitement à ce jeu, et d'ailleurs il y a des suppléments qui colleraient juste parfaitement à Into the Odd, notamment du sang dans le chocolat. Alors là c'est juste ça colle parfaitement à l'univers, à l'ambiance de Into the Odd, et c'est du Lamentations of the Flame Princess. Donc ça se passe dans une chocolaterie, dans un pays nordique du nord de l'Europe, avec des trucs complètement dingues qui s'y passent. Voilà, je vous spoile pas, hein, il y a des plein de choses à découvrir, mais ça vaut vraiment. Voilà, alors juste pour finir un peu, j'avais envie de présenter quelques suppléments qui me tiennent pas mal à cœur. On va parler de Death Throes Doom, hein, parce qu'en fait je pense que c'est le scénario que j'ai fait le plus jouer dans ma vie. J'ai dû le faire 10 fois. Et j'adore faire, découvrir ce jeu avec ça, et même initier, faire des one-shots et tout, ça pour moi c'est le must. Alors pourquoi? Alors il a été créé de base par James Raggi, c'est le scénario phare de Lamentations of the Flame Princess. Il a été un petit peu refondu par Zach Smith, mais en gros la base elle est assez simple, hein, finalement c'est un donjon. Ça paraît con comme ça, mais un donjon avec tellement d'éléments surprenants, tellement d'éléments bizarres, que on s'y perd complètement. Et d'ailleurs, c'est un donjon qui est quasi vide, hein. Alors, on rencontre un type avant le donjon, en fait. On en fait ce qu'on veut, un type, voilà, forcément bizarre. Le donjon, il a un endroit, en fait, on s'y attend pas. Je vais pas spoiler, j'essaye. Mais et il y a plein de petits éléments dont on peut se servir. Plein de détails aussi pour pourrir les joueurs. Ah mais ça, c'est une catastrophe. Et en fait, on peut le comprendre vite, hein, si on est malin, si on fait attention à certains trucs, on se dit ah ouais non, je vais arrêter de faire ça parce que sinon je vais tuer le groupe, quoi. C'est marrant, c'est assez gore, c'est grotesque par moments, vraiment grotesque. Mais voilà. Et en fait le final, alors il y a moyen de s'échapper, forcément. Il y a plein de moyens de s'échapper. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je l'ai fait jouer, en fait, ça finissait toujours de manière différente. La dernière fois que je l'ai fait jouer, donc c'était avec Loïs Babin et Kim Dupont, c'était génial. Ils jouaient chacun 2 personnages, parce qu'on voulait un groupe un peu étoffé et tout ça. Des personnages... D'ailleurs, ils indiquent pas c'est pour quel niveau, en fait. Hein, parce qu'en gros, finalement, on peut le faire n'importe quel niveau. Parce que de toute façon, en gros, les ennemis, à un moment... C'est pas tellement une bonne idée de s'y frotter, en fait. Il faut trouver d'autres solutions, quoi. Mais en tout cas, c'était génial parce que la tension est allée assez loin dans ce qui est arrivé dans les péripéties, en fait. Et on a eu donc des moments de roleplay assez dingues et tout. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Et à chaque fois, alors soit le groupe crève, hein, voilà, soit le groupe réussit à s'échapper, soit... Enfin, s'échapper, c'est dans différentes conditions d'ailleurs, parce que des fois c'est un peu la catastrophe, donc c'est sauf qui peut, mais vraiment sauf qui peut, avec un final. Ouais, je mets la chanson en général quand je peux, hein, quand ça arrive, Run Through the Hills de Iron Maiden, c'est parfait pour la fin. Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie perle. C'est une vraie perle, c'est super sympa. On peut jouer ça en 2 séances, 3 si on veut prendre le temps, 1 si on est vraiment hyper pressé. Mais si on veut mettre bien l'ambiance, 2-3 séances, c'est bien. Mais c'est vraiment un truc que je recommande. Voilà. Alors, mais du coup, ça parle un peu de Zach Smith, parce qu'il a un peu contribué. Zach Smith, bon, effectivement, c'est une personnalité extrêmement controversée. Je vais pas revenir dessus, parce que c'est pas forcément mon propos, et je vais pas faire non plus trop sa promo, mais en tout cas, parmi ce qui est sorti en français, notamment, il y a 3 bouquins de Zach Smith qui sont effectivement de très, très belles factures, hein, faut le reconnaître. Donc, Fornheim, donc, qui présente en fait une ville, en gros, un peu médiéval, fantastique, renaissance, bizarre, hein. Mais voilà, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une jaquette. Alors, dans la couverture, sous la jaquette, vous avez la ville en coupe. Et puis, en fait, dans la jaquette, vous avez un plan de la ville. Alors, c'est tellement dingue que c'est limite exploitable, quoi, tellement c'est petit et fou, en fait. Et donc, à l'intérieur, voilà, il se passe plein de choses. C'est assez horrifique, c'est assez sympa, ça vaut le coup.
Et c'est pas ce qu'il a fait forcément de plus connu, en fait. Ce qu'il a fait de plus connu, c'est ceci. Red Pleasant Land, où il revisite, en fait, Alice au Pays des Merveilles, au Pays des Vampires. Et là, ça part, pareil, dans des délires complètement dingues. Donc c'est un gros bac à sable, vraiment fou, vraiment fou. Il y a une classe supplémentaire qu'il a inventée, c'est la classe de Alice. Et bon, elle est vraiment marrante. Elle est vraiment marrante, il y a des effets surprenants. C'est une classe qui mélange un peu toutes les autres classes, mais avec un effet supplémentaire. Voilà, que je vous révélerai pas, je vous laisse un de ces jours tester, ça peut être ça. Donc un autre bouquin qu'il a fait, hein, c'est Maze of the Blue Medusa, qui est un donjon gigantesque. Et alors pareil, un plan lisible, et un plan à la Word, quoi. Donc c'est superbe, c'est vraiment superbe. C'est pas forcément facile à préparer, mais en tout cas, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un jeu à faction, vraiment à l'ancienne, comme dans l'ancien donjon, où on peut vraiment créer des trucs assez dingues, s'allier, trahir, tout ça, c'est passionnant. Voilà. Donc, ce qui a été édité en français, donc je vous ai montré Du sang dans le chocolat, c'était cool. No Salvation for Witches, Pierre-Philippe en a parlé lui aussi, très très bien. Scénic Dunmoth, alors ça, il est super aussi. Il est super parce que, en fait, ce qui est marrant, ce qui me tue, c'est que déjà l'intrigue est sympa, mais en plus, l'aventure se construit, il y a un scénario, mais il est en partie aléatoire. C'est-à-dire qu'en début de partie, il y a des choses, des éléments, en fait, à répartir dans cette zone, on va parler de zone, et en fait, on le fait aléatoirement. Donc en fait, on tire au dé, aux cartes, je sais plus exactement tous les détails pour tirer, mais c'est assez marrant, ce qui fait qu'en fait, on peut envoyer les personnages plusieurs fois visiter cet endroit. Ah, voilà. Et regardez, il y a des plans en fait, on tire pas mal de choses au dé, puis après on répartit en fait le village, les différentes factions, les différents personnages. Et donc on peut même imaginer un groupe qui revient quelques temps plus tard, une sorte de boucle temporelle, et qui en fait se dit « Ah mais je connais cet endroit et tout », et en fait ils reconnaîtront rien, parce que tout sera différent. Ce sera la même chose, mais différent. Donc ça c'est fun, voilà, c'est le genre de truc vraiment fun dans ce jeu, ça part vraiment loin. Alors le dernier truc en français qui est sorti, c'est Kelong, je l'aime un peu moins, c'est un truc un peu asiatique, bon, je l'ai pas creusé beaucoup. Mais du coup, en anglais, il y a plein de choses formidables. Moi, le truc que j'aimerais présenter surtout, c'est ceci. Alors, ça, pour moi, c'est une perle, mais un truc. Donc, c'est Veins of the Earth. Donc, écrit par Patrick Stewart et illustré par Scrap Princess. Alors, les illustrations, on aime ou on déteste, hein, évidemment. Mais c'est, en gros, voilà, c'est ça. C'est des coups de crayon, de l'encre, c'est du grand n'importe quoi. C'est extrêmement inquiétant et en même temps très évocateur. Quelques autres questions, exemple, voilà, poisson bizarre, là, Scissorfish. Et en fait, ça c'est quoi? C'est un bestiaire et un guide d'exploration des souterrains, du monde souterrain en fait. Donc on peut faire une campagne entière avec ça, avec de la génération aléatoire de souterrains à explorer, des factions, des créatures, toutes plus dingues les unes des autres en fait. C'est passionnant, c'est un must, c'est dense, hein, c'est sûr, mais franchement, c'est un plaisir, un vrai plaisir. Et du coup, ces deux-là, ils ont collaboré sur d'autres choses, hein. Ils ont notamment sorti Deep Carbon Observatory. Alors ça, c'est la version souple, j'ai la version. Ils ont refait un Kickstarter pour avoir une version améliorée. Je l'ai un peu plus loin là, donc je l'ai pas sorti. Mais voilà, on a toujours des illustrations un peu torturées comme ça, et c'est passionnant, c'est passionnant. Ça vaut le coup, quoi. Alors, quoi d'autre? On peut aller, alors, historiquement, Lamentations of the Flame Princess, ils ont sorti plein de petits scénarios, des fascicules, des petits livrets, format A5, agrafés, et avec plein d'aventures, mais qui sont devenus très difficiles à trouver, parce qu'ils ont, pour la plupart, jamais été réimprimés. Mais, ces dernières années, James Raggi a décidé de en réimprimer la plupart sous forme de compilation. Donc il y a une compilation en coffret. Donc le coffret,
avec une illustration bien gore. Et donc 3 tomes. Donc anthologie Death, Fire et Blood. Donc bon, des trucs et plus ou moins épais, hein, mais qui reprennent les meilleures aventures en fait qui ont pu sortir. Alors certaines sont pas forcément exceptionnelles, je vais pas vous mentir, hein, mais il y en a comme par exemple The God That Crawls. Alors, franchement, je l'ai fait jouer une fois. Je crois que les gars ils vont s'en souvenir toute leur vie parce que c'était juste c'était chaud. C'était chaud et c'était quand même dingue. Donc je pense que ça faudrait que je le refasse rejouer parce que c'était vraiment, ça valait le coup. Ça valait le coup. Et pareil, hein, c'est basé sur un truc historique, sur Saint-Augustin, tout ça et tout. Enfin, il y a une abbaye à explorer dans les souterrains d'une abbaye et c'est vraiment flippant. Dans celui-là, il y en a pas mal qui sont sympas. Là, Death of Doom. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui se situent je dirais dans un lieu proche du sang dans le chocolat. Donc il y a pas mal de liens qu'on peut faire en fait. Grosso modo, en fait, on peut explorer l'Europe, tout ça. Vous avez des trucs qui peuvent se passer en France. Là, dans les dernières sorties, il y en a un qui se passe en France. Et c'est assez sympa, je pense. Je l'ai pas encore reçu, mais voilà. D'autres petits trucs un peu dingues, il y a de l'exploration en mode on va buter des dinosaures avec des flingues. Bah ouais, c'est possible. Hein. Mettons qu'on aille à un nouveau monde. Des îles à explorer. Bon, un château, The Cursed Château, il est pas mal. Hein. C'est assez classique, mais c'est sympa. Un petit côté gothique, pas dégueu. Moi, je vais pas tous les passer. Il y en a qui sont vraiment complètement dingues, comme celui-là. Alors celui-là, il est vraiment... je sais pas comment le qualifier parce qu'il part vraiment loin dans le délire. C'est assez sympa avec pour le coup des illustrations. Voilà, c'est des sortes de requins éléphants, des requins marteaux éléphants de l'espace qui viennent bousiller le monde. Voilà. Et il faut se battre contre ça. Intéressant hein, comme concept. Et donc ça part vraiment loin. Après, il y en a d'autres très beaux, hein, avec des illustrations toujours aussi folles. Il y en a des très inspirés. Alors ça, celui-là, The Punchline, voilà, c'est inspiré un peu, je trouve, ça me rappelle Edgar Poe avec le masque de la mort rouge. Voilà, une ambiance bien sympa. Ça se passe, je crois, plus ou moins en Suisse, ou bref, toujours un peu dans la même zone géographique. Donc c'est pas dégueu. Voilà, donc pour moi, c'est un jeu avec beaucoup de potentiel, vraiment beaucoup de potentiel. Les règles, voilà, je suis comme Pierre-Philippe, je suis pas hyper emballé. Moi personnellement, mes dernières recherches, on va dire, en fait, je suis un peu tombé sur un jeu de Luke Crane, le créateur de Torchbearer et Burning Wheel. C'est Miseries and Misfortunes. Et donc ça se passe en France, au XVIIe siècle, comme par hasard. Il y a des classes, c'est basé sur du D&D, donc voilà, c'est des jets d'attaque, jets de sauvegarde, bon, on est dans le classique. Sauf que, il n'y a pas de magie, pas vraiment de magie en fait. Et les classes sont différentes. Donc pour le coup, on a le soldat de fortune, hein, qui peut se spécialiser notamment dans les armes à feu, etc. C'est pas mal fichu. On a l'explorateur qui est, un peu touche à tout, qui est un peu érudit, etc. Vous avez l'aumônier, qui est une version du prêtre, mais qui n'a pas vraiment de sorts. T'as pas un nombre de sorts par jour. Tu acquiers des sortes de bénédictions que tu peux chanter des cantiques, des choses comme ça, qui sont en latin d'ailleurs. Où ça va être, tu vas bénir tes alliés un peu, tu vas bénir de l'eau, puis après ça va te servir à consacrer des trucs et tout, et tu peux un peu faire de l'exorcisme, mais ça reste très limité, très low fantasy. Et ça, je trouve que ça colle vachement à Lamentations of the Flame Princess. Parce que j'aime bien l'idée que les personnages, les héros, c'est des gens normaux du XVIIe siècle qui vont se confronter à des trucs complètement dingues. Alors il y a quand même dans ce jeu le nécromant mais qui paraît qu'il y a quelques petites formules, mais c'est vraiment très très limite. Hein, il va pas lever une armée de squelettes. Vous avez le gamin des rues qui est chapardeur en gros, hein, finalement. Pour moi ça colle complètement.
Et pourquoi pas implanter dans ce jeu les nouvelles règles de magie de Lamentations of the Flame Princess, où n'importe qui pourrait apprendre ces sorts complètement dingues à ses risques et périls. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça collerait complètement. Donc voilà, pour moi ça a beaucoup de potentiel, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que j'y rejouerai souvent. Et d'ailleurs, allez, pour le plaisir, un dernier truc qui a été cité dans le livre de base de DCC par Joseph Goodman, qui en parle dans le chapitre du bestiaire. C'est The Random Esoteric Creature Generator. Mais ça, c'est un truc complètement fou. En gros, c'est de la génération de monstres aléatoires, et alors ça va loin. Ça va vraiment loin. On tire tout au hasard, on tire plein de choses plus dingues, et en fait, c'est complètement adapté à ce jeu, quoi. Voilà. C'est le genre de petites perles qui font que ce jeu mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Bien sûr, ça reste un jeu pas pour tout le monde, vraiment gore, pas toujours de bon goût. Il faut savoir où on met les pieds, il faut pas hésiter peut-être déjà à en parler avant de jouer, à expliquer attention, là on peut aller loin dans le gore, et dire voilà, si ça va trop loin, on se met pourquoi pas des outils pour dire on va se calmer un peu. Mais pour se faire flipper ou repousser un peu ses limites, ça peut être intéressant si on apprécie ce genre de pratique, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je remercie encore Pierre-Philippe d'avoir fait cette vidéo pour présenter le jeu. C'est génial, comme d'habitude, de toute façon, Coup Critique fait un excellent travail. Et puis peut-être que je vous retrouverai une prochaine fois si j'ai idée pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.